Bonjour à tous, il est 9 heures presque 1 minute. Nous sommes le 30 septembre, et au nom de tous, je vous souhaite la bienvenue à notre atelier de ce matin. Donc nous sommes dans la série d'ateliers, Data for Business organisés par Nomination et ce matin, on va adresser un sujet, un petit peu plus aride que d'habitude, mais ô combien important, la stratégie d'acquisition et notamment, l'optimisation de ces budgets d'acquisition. Je vais patienter encore quelques minutes pour permettre à un maximum de personnes de se connecter. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, vous avez un petit chat vous permettant d'interagir. J'espère que vous nous entendez bien. Vous avez été plus d'une centaine à vous inscrire ce matin. On est hyper contents. D'ailleurs, c'est ce qu'on se disait avec Julia et Stéphane, que le premier challenge était atteint, intéresser les gens. Alors maintenant, le deuxième challenge, mais ça va être surtout celui de Julia et de Stéphane, ça va être d'être pertinent et de vous intéresser. Alors, honneur aux femmes. Julia, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Salut Benoît, salut Stéphane, bonjour à toutes et tous. Je suis directrice marketing pour HubSpot. HubSpot, c'est la plateforme CRM évolutive qui allie des outils gratuits et des logiciels de vente de services clients, de marketing et de CMS. Waouh. Stéphane, en quelques mots, Copernic et toi, c'est une grande histoire. Merci pour l'intro, Benoît. Donc, moi, Stéphane, je suis le CEO de Copernic. Donc, Copernic, on est une société de conseil et d'intégration de la solution HubSpot. Dans le détail, on aide les entreprises B2B et notamment les équipes marketing et commerciales à gagner en productivité avec la solution HubSpot, donc toute la suite HubSpot. Donc voilà, la société existe depuis 5 ans maintenant, un peu plus de 5 ans, et on a accompagné, à ce jour, un petit peu moins de 200 organisations dans l'implémentation de la solution. Waouh. 200, ça claque. Et on va le voir, Stéphane va nous faire partager un certain nombre d'expériences et de retours d'expérience sur le sujet. Et donc, pour ma part, Benoît, moi, je travaille chez Nomination. Notre métier chez Nomination, c'est produire de la donnée sur les entreprises, sur les décideurs, rassembler toute cette information, la structurer, la mettre à disposition de nos clients pour les aider dans leur processus marketing et commerciaux. Et à ce titre, je suis vraiment ravi d'accueillir et Julia et Stéphane pour parler de ce sujet. Alors, évidemment, on n'est pas tout seul, on se fait aider. En back-office, Manon va nous aider à gérer la présentation. Donc, si vous nous entendez dire page suivante ou Manon, s'il te plaît, vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas fous, nous demandons juste un coup de main. Alors, Manon, justement, est-ce que tu peux passer à la slide d'après? Donc, l'agenda de cette matinée. Quand on a préparé avec Julia et Stéphane ce webinaire, on s'est dit comment apporter un maximum de valeur à notre audience. Et on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir une approche un peu entonnoir sur ce sujet de l'optimisation des budgets d'acquisition. La première partie, on va se concentrer sur le calcul de la valeur client. Et c'est un point hyper important parce que évidemment, ça va être le point de départ pour évaluer la rentabilité de votre programme d'acquisition. C'est évidemment, premier élément, savoir calculer la valeur de son client. Une fois qu'on a cette valeur, on va basculer sur, on va dire, le côté plutôt outillage, comment activer segmentation, scoring et puis tout ce qui est analytics. Et donc là, Julien, on va compter sur toi pour que tu nous, on va dire, sans rentrer dans les détails techniques, mais que tu puisses nous aider à comprendre comment un outil comme HubSpot peut vraiment être clé dans cette approche-là. Et puis, une fois qu'on aura vu, on va dire un peu la théorie, l'outil, et ben, on va laisser la parole à Stéphane qui va nous faire un partage d'expérience sur comment se lancer de manière très pragmatique, très concrète, dans cette logique d'optimisation de ces budgets d'acquisition. On va essayer d'être pédagogue, on va essayer d'être pertinent, d'être intéressant. Évidemment, l'objectif, c'est d'être le plus possible interactif, donc n'hésitez pas, il y a un chat. On va essayer de prendre vos questions au fur et à mesure. Donc, je vois que Franck, Julie et Aurélie ont déjà pris en main le chat. N'hésitez pas. Ça y est, il est 9h06. On va pouvoir se lancer sur le premier sujet, le calcul de la lifetime value. Sujet, pourquoi et comment la calculer? Alors, premier point, hein, de quoi parle-t-on lifetime value? Bon, j'avoue que
quand on travaille dans une entreprise SaaS, on adore les acronymes en anglais. Lifetime value, de quoi parle-t-on? Tout simplement de la valeur qu'un client peut vous apporter tout au long de sa vie de client, pour votre organisation. Alors, qu'est-ce que la valeur? Selon les structures, hein, on parle de chiffre d'affaires, on peut parler de marge. Il y a d'autres, dans d'autres industries, on peut parler de recommandations, on peut parler d'influence sur des ventes. Bref, vous prenez votre indicateur de valeur. Vous prenez ce qui, dans votre quotidien, vous permet d'évaluer le poids d'un client. Par exemple, chez nous, clairement, c'est le chiffre d'affaires. Et on va prendre cette valeur à l'année et on va essayer de la projeter sur la durée de vie du client. Très concrètement, l'objectif, c'est de se dire, si un client vous ramène 100 cette année, mais que vous savez qu'il a un contrat, admettons, sur 5 ans, ça veut dire que la valeur du client, c'est 500. Alors, si on regarde un tout petit peu plus la formule maintenant, on est vraiment sur quelque chose de finalement très simple, hein. On prend cette valeur annuelle et on la projette dans la durée. Alors, quand on est dans une boîte SaaS ou quand on est sur des prestations récurrentes, c'est relativement facile pour calculer la durée de vie du client. Il suffit de regarder son taux de churn ou le pourcentage de clients qui s'en vont en fin de période pour évaluer la durée de vie moyenne d'un client. Si vous êtes dans de la prestation de service, vous avez 2 autres possibilités. Soit vous regardez plutôt rétroviseur et vous regardez par exemple le chiffre d'affaires que vous a apporté le client sur les 2, 3, 4 dernières années. Soit vous êtes capable de projeter, par exemple, je pense à nos amis qui travaillent dans les ESN et qui peuvent projeter des contrats de TMA, des contrats de maintenance sur plusieurs années. Bref, vous prenez la valeur d'une année et vous essayez d'anticiper le chiffre d'affaires des années suivantes, donc en multipliant cette valeur annuelle par la durée de vie. Une fois que vous avez fait ça, à quoi ça vous sert? Quel usage? Ça, c'est vraiment le point clé. Le point clé de ça, c'est d'être capable d'identifier les segments qui ont les plus rentables pour vous. Concrètement, si je prends l'exemple de nomination, c'est pas forcément les clients qui dépensent en première année la plus grosse somme qui sont les plus rentables pour nous. Les clients les plus rentables pour nous sont les clients les plus fidèles, ceux qu'on va garder le plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'on le sait tous, hein, le coût d'acquisition des clients est souvent relativement élevé, impacte la première année et c'est souvent dans les années 2, les années 3, en tout cas dans les modèles d'abonnement type SaaS, que la valeur se crée. Donc, votre point de départ, c'est finalement un tableau assez simple. Vous prenez vos clients, vous calculez leur valeur, donc la valeur étant évidemment donc, le chiffre d'affaires de cette année projeté sur plusieurs années, le secteur d'activité de vos clients et leur taille. Vraiment, point de départ, segmentation très basique. Grâce à ce petit tableau, à cette segmentation, vous pouvez ensuite, par une petite mécanique d'analyse, alors en mécanique d'analyse, hein, vous avez l'outil universel qui s'appelle Excel, mais vous pouvez aussi vous appuyer sur des outils qui vont un peu vous pré-mâcher le travail. Et vous allez pouvoir calculer un indice de rentabilité par segment. Là, ce que je vous présente, c'est l'outil qu'on utilise chez Nomination et qu'on met à disposition de nos clients, qu'on appelle le Smart Scoring, qui permet justement de pivoter et de partir d'une analyse nom du client, valeur du client, et on est capable de faire ce pivot pour aller identifier les segments de votre portefeuille les plus rentables. Là, par exemple, on voit très bien que pour le client concerné, l'univers du conseil, les grandes entreprises du conseil, l'indice de valeur est de 516, à savoir ce segment-là est 5 fois plus rentable que la moyenne des clients du portefeuille. Donc, la lifetime value, un concept assez finalement opérationnel qui va vous permettre d'identifier vos segments à plus forte valeur. Bref, il va vous permettre de savoir finalement jusqu'où vous pouvez dépenser pour aller acquérir segment de client par segment de client. C'est le point de départ de quelque chose qui est hyper clé, qui est toute l'approche de segmentation et de scoring. Julia, alors, segmentation, scoring, vu de loin, ça a l'air d'être quelque chose d'un peu complexe. Comment on peut activer ça de manière relativement pragmatique? Alors, merci Benoît pour ces explications sur la lifetime value. Et bien évidemment que la segmentation et le scoring sont 2 concepts hyper importants pour vous permettre vraiment de maximiser effectivement toutes vos activités et surtout de personnaliser au mieux vos communications pour derrière avoir un meilleur retour sur investissement.
Donc, c'est pas une nouveauté, mais bien évidemment que le ciblage des emails permet effectivement d'augmenter le taux de clic. Le taux de clic, c'est d'autant plus important que il y a beaucoup de bruit. Vous savez bien que vos prospects sont très sollicités. Vous n'êtes pas les seuls à les contacter. Donc, plus vous allez en fait affiner par une segmentation qui derrière va être automatisée. D'une part, vos équipes vont avoir un petit peu plus de temps pour réfléchir au meilleur contenu pour appâter, mais surtout pour envoyer le bon message en temps et en heure avec un centre d'intérêt qui va répondre plus précisément aux besoins de ce prospect. Donc, bien évidemment que l'intérêt des segmentations, c'est de concevoir un message, une offre la plus ad hoc possible, mais d'utiliser un CRM qui va vous permettre d'automatiser ces tâches pour encore une fois, permettre aux équipes d'avoir un petit peu plus de temps sur des communications à grande valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment de partir du principe que on va se servir de l'intelligence artificielle, de la technique, de l'automatisation dans son CRM pour vraiment pousser un raisonnement humain. Il faut toujours se souvenir que le CRM, c'est pas Mary Poppins. Il faut bien évidemment savoir le manier, l'utiliser et donc de vous permettre de segmenter des listes de contacts en fonction de données collectées. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien évidemment que la base, sur ce petit GIF, vous allez pouvoir segmenter vos contacts, votre base de données en fonction de propriétés. Celles que vous allez leur donner en fonction de votre audience cible, bien évidemment, des propriétés inhérentes au contact, mais surtout aussi par rapport aux visites, c'est-à-dire les interactions que le prospect, l'utilisateur va avoir avec vous, qui va permettre de mettre ce prospect dans une case qui va correspondre à une communication pertinente et particulière. Vous allez ensuite utiliser ces segments ultra ciblés pour envoyer des emails, personnaliser votre contenu et donc concevoir des campagnes marketing automatisées qui vont faire progresser les prospects dans l'entonnoir. La slide suivante, s'il te plaît, Manon, merci. Alors, une segmentation, elle est pérenne avec un bon scoring. Pourquoi? On l'a bien vu en 2020, c'est-à-dire que on a quand même changé, surtout pour les équipes commerciales, une prospection du physique à la prospection en ligne. Donc, on va envoyer encore plus de contacts. On va aussi récupérer des prospects via des campagnes marketing. Et la question principale, c'est comment moi je priorise. C'est-à-dire, moi, en tant que responsable marketing, comment je m'assure que mes campagnes, je les suis, je les comprends. Donc, j'ai segmenté, j'ai attiré. Ensuite, je mets ces nouveaux contacts dans ma base de données. Je leur envoie des communications spécifiques pour les amener à maturation. Et ensuite, je veux qu'elles partent aux équipes commerciales. Mais les équipes commerciales vont recevoir beaucoup de bruit également. Comment moi, je vais les aider à prioriser, c'est-à-dire avec des scores où je vais attribuer automatiquement un score, un niveau de priorité au lead, un score qui va me permettre en fait de calculer le retour sur investissement de ce prospect. Donc, ça va faciliter l'identification des prospects les plus qualifiés avec cette attribution automatique et en définissant des critères de lead scoring, je vais avoir des équipes commerciales qui vont se dire: «Alors ça, c'est effectivement un contact qu'il faut que je nurture», pour envoyer un petit mot anglais. Maintenant, celui-ci, ça va être en fait peut-être dans 2-3 jours, 2-3 semaines en fonction de la maturation parce que je sais par rapport à ce qu'il a, comment il a interagi sur mon contenu. Je vais comprendre quel est son niveau de maturation. C'est-à-dire, est-ce qu'il est prêt là pour faire l'acquisition de mon produit ou est-ce qu'il est toujours en phase, effectivement, d'en savoir un petit peu plus sur mon produit, sur le contenu, sur différentes thématiques. Et donc, je vais configurer des workflows qui vont pouvoir avertir les représentants commerciaux lorsque le prospect atteint un certain score, ça veut dire qu'il est prêt. La slide suivante, s'il te plaît, Manon. Donc, vous le voyez avec ce petit alors GIF ou GIF, on n'est pas en entente avec Benoît, mais les deux marchent. Et donc, vous voyez effectivement dans le CRM comment vous allez avoir un outil assez intuitif, mais qui va vraiment vous permettre de personnaliser en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que on parle de personnalisation, bien évidemment, dans vos communications externes, mais en interne, vous avez des besoins différents en fonction de votre produit, de votre entreprise, la façon dont vous alignez vos équipes. Donc, c'est hyper important que vous puissiez avoir des scorings qui correspondent à vos besoins. Alors comment oui, vas-y. Julia,
Je pense qu'on a bien compris le point du scoring. Donc ça, c'est, on va dire, côté pile. Côté face, est-ce que le CRM peut m'aider à optimiser et surtout à mesurer combien me coûte chaque prospect? Eh ben, tout à fait, c'est vraiment le but, c'est d'avoir, un bon rapport d'attribution. Donc bien évidemment, encore une fois, vous allez partir sur votre audience cible. C'est-à-dire au fur et à mesure que vous allez avoir la donnée dans votre CRM, vous allez pouvoir voir effectivement, la forêt au milieu des arbres. C'est-à-dire de comprendre donc, une audience qui marche très bien. Donc vous allez prendre, un prospect type, vous allez savoir comment il a évolué dans l'entonnoir et au final, qu'est-ce qui vous a ramené? Donc, par rapport à ces propriétés, ça va vous permettre d'avoir, des modèles types en fonction de ces différents prospects qui sont bien évidemment, qui ont converti en clients et donc d'avoir, ce scoring qui va, s'implémenter en fonction, d'une manière automatisée, en fonction des propriétés, de ce prospect, en fonction de la vente qui a été créée. Encore une fois, par exemple, HubSpot, on a des clients qui sont en TPE, en, PME ou en ETI. Ils n'ont pas la même façon d'évoluer dans notre entonnoir et bien évidemment pas le même score et pas les mêmes besoins. Donc ça nous permet, d'avoir encore une fois des modèles types que vous allez nommer, ce que vous préférez et ensuite, de manière automatique, dès que vous avez un nouveau prospect, votre CRM va comprendre: «Ah tiens, il a cliqué sur ce contenu, il a telle propriété, telle démographie, telle taille d'entreprise» et vous allez donc le mettre dans un modèle type et les communications vont être envoyées de manière automatisée. Est-ce que ça répond à la question, Benoît? C'est un gros Je sujet. je pense que c'est pas mal. Peut-être que tu peux illustrer avec de manière très opérationnelle sur un Mmh. exemple de campagne? Eh bien, si, Manon, tu peux cliquer pour la prochaine. Voilà. Ah enfin, on l'a après, là, on va parler du coût d'acquisition, mais Excuse-moi. j'ai des slides. Non, pas de souci, Benoît. En fait, segmentation, scoring, lifetime value et coût d'acquisition, tout est lié, hein. Il faut savoir bien évidemment, bien régler son CRM pour ensuite mettre en avant une campagne. Stéphane va vous en parler, plus en détail, mais bien évidemment le concept de smarketing, c'est-à-dire alignement marketing et équipe commerciale, c'est primordial. D'une part, pourquoi? Moi, en tant que directrice marketing, toutes les campagnes, je veux bien évidemment savoir le retour sur investissement, mais surtout quelle campagne marketing a permis d'amener un prospect qui a bien évidemment, fait une vente, acheté mon produit, donc de montrer que une campagne marketing a bien marché pour l'équipe commerciale et donc le concept d'attribution. Donc vous avez une campagne publicitaire ici, ça peut être typique, mettons, là on va être sur une publicité, Google, hein, donc je suis en haut de mon entonnoir, j'attire, c'est mon travail. Je vais parler d'un produit, donc je vais mettre, tel coût, en CPC, hein, le cost, per, contact, cost per click, et je vais voir effectivement, qui a converti en client. Donc vraiment du haut de l'entonnoir à la vente et je vais savoir mes campagnes, combien elles m'ont apporté de clients. Ça me permet de voir, effectivement, j'ai pas mal de clics, mais en fait, j'ai pas de conversion en tant que client. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, ce prospect, il n'était pas arrivé à maturation? Est-ce que je suis allée trop vite? Est-ce que je l'ai donné à l'équipe commerciale trop rapidement? Si tu vas sur la slide suivante, Manon, s'il te plaît. Là, vous pouvez voir aussi quand je vais lancer des campagnes, des, one time campagnes, des campagnes une fois. Je fais une grosse campagne, en octobre, de octobre à décembre. Je vois effectivement que j'ai eu un gros pic, j'essaie de le comprendre. Combien de trafic j'ai eu de cette campagne? Combien de contacts ont converti? Et bien évidemment, les contacts qui ont été influencés. Pourquoi c'est important? Parce qu'on n'a jamais qu'un seul indicateur clé et que même si une campagne marketing, par exemple, a fait, pas une énorme conversion en tant que client, mais je vois que ça a suscité de l'intérêt, ça veut dire que ma campagne est bonne. C'est juste qu'effectivement, je peux l'affiner dans l'entonnoir et d'ajouter peut-être une automatisation, ce qu'on va appeler le nurturing, encore un anglicisme, mais c'est toute l'automatisation, comment je me rappelle à ce prospect et avec quel contenu. Et c'est peut-être là où je peux changer et optimiser, d'apporter les bonnes réponses et ensuite de l'envoyer, aux équipes commerciales. Si tu vas sur la slide suivante, voilà et là vous avez encore un autre exemple de vue.
avec effectivement le côté linéaire et le côté vraiment tout ce que l'attribution en influence m'a apporté via cette campagne. Et encore une fois, ça permet de vraiment affiner et de comprendre mes campagnes marketing en détail. Et effectivement, quand vous allez voir votre prospect au niveau du score, vous allez aussi affiner en fonction des campagnes qui ont influencé la conversion. Je parle beaucoup. Si tu veux m'amener sur, c'est mes dernières slides. Après, ça va être à Stéphane, hein, bien évidemment. Alors nous, on a compris une chose chez HubSpot, effectivement, c'est que l'attribution a été, c'est un sujet assez difficile. On a toujours, oui, mais cette campagne marketing, elle apporte rien aux équipes commerciales. Pas du tout. Peut-être qu'on n'a pas bien compris ce qu'elle allait m'amener. Donc pour nous, on est allé un petit peu plus loin en termes de fonctionnalité et on a sorti l'attribution multitouche. C'est-à-dire vraiment de se dire, j'ai besoin de voir toutes les interactions de mes prospects et de mes clients et de vraiment mieux comprendre comment les activités marketing et commerciales vont créer du revenu pour l'entreprise. Donc, on a optimisé une fonctionnalité qui était phare pour vraiment d'avoir des rapports qui sont beaucoup plus en détail pour éviter les obstacles majeurs de « Ah, j'ai cette campagne, mais je suis pas trop sûre au niveau commercial combien elle a rapporté ». Donc, ça va vraiment s'intéresser bien évidemment aux cibles, votre audience cible, mais pas seulement, ça va s'intéresser aux revenus et donc qui vont permettre de proposer des événements super personnalisés dans l'attribution et d'avoir des petites alertes pour voir là où le bas blesse, là où ça marche bien et comment maximiser. Et le but final, c'est vraiment d'avoir plus de contrôle sur ce qui va amener le plus de retour sur investissement et d'avoir une meilleure collaboration. Donc, on est à la fin. Je pense que le mot de la fin, c'est vraiment le but pour HubSpot, c'est de savoir quelles activités génèrent des résultats pour les commerciaux. Et donc, pour vraiment savoir, moi, dans mon tableau de bord, sur mon logiciel marketing, ce qui marche le mieux, de passer ces informations aux équipes commerciales qui, elles, vont pouvoir, bien évidemment, se rappeler aux prospects avec du contenu qui va être ultra personnalisé et segmenté. Voilà. Alors, avant de passer la parole à Stéphane, juste on a une petite question de Julie, un peu pragmatique, qui était sur les indicateurs que tu montrais. Est-ce que c'était des indicateurs de CA, de budget? En gros, si j'ouvre un peu la question, est-ce que tout ça, ça se paramètre facilement dans HubSpot, choisir si on raisonne budget, si on raisonne CA? Ouais, tout à fait, c'est une très bonne question. On a, bien évidemment au cœur, on a un CRM gratuit et vous allez avoir différentes fonctionnalités inhérentes au logiciel marketing, service client, commercial, CMS. Mais là, ce qu'on a vu, c'est vraiment ce qui rappelle au revenu, effectivement. On s'est rendu compte que le concept du revenu, il y avait des problèmes d'attribution. C'est pour ça qu'on a sorti un nouveau logiciel. C'est le logiciel pour les opérations de revenus. Donc, vous avez effectivement des fonctionnalités gratuites, encore une fois, dans votre CRM, que vous pouvez aller en plus, si c'est un gros besoin pour vous, vous pouvez monter en puissance. Et c'est là, en fait, où vous allez pouvoir ramener le revenu direct sur votre score, sur votre segmentation et donc d'affiner, encore une fois, en fonction de vos besoins avec des fonctionnalités, ce qu'on appelle, c'est une bisynchronisation entre vos projections, votre revenu, comment vous allez les mettre sur vos objectifs de revenus sur vos campagnes et effectivement d'affiner pour vous et vos besoins avec les outils dans le CRM. Donc encore une fois, le CRM gratuit ne va pas vous permettre de tout faire, mais vous allez déjà pouvoir vous familiariser avec des fonctionnalités et ensuite de comprendre quels sont vos besoins et de monter en puissance avec la plateforme évolutive. Merci Julia. Je pense que maintenant, on a réussi un petit peu à caler les grands principes, le calcul de la valeur client, comment on peut la décliner et s'en servir pour travailler sa segmentation, comment calculer les coûts d'acquisition pour pouvoir optimiser tout ça. Bon, évidemment, tout ça, c'est un petit peu théorique. Stéphane, 200 projets d'implémentation d'outils de marketing, ça doit donner un tout petit peu de, on va dire, de bonnes pratiques. Alors, qu'est-ce que tu peux nous partager ce matin pour que chacun puisse repartir de notre session avec des idées très opérationnelles? Ouais. Alors, avant de commencer, juste pour abonder dans votre sens à tous les deux,
on va dire notamment HubSpot et on va dire les plateformes comme telles, les plateformes CRM sont très utiles. Bien sûr, pour la partie, on va dire, centralisation de l'information et de la base connaissance client, il ne faut pas oublier qu'un CRM, aujourd'hui, n'est pas, on va dire, un outil parmi tant d'autres. Non, pour moi, j'estime que ça reste un pilier essentiel dans tout business. Pourquoi ? Parce que c'est l'outil qui va vous permettre de centraliser toute l'information que vous aurez pu recueillir sur vos prospects, sur vos clients, donc de la part du marketing, de la part des commerciaux et de la part de l'équipe Customer Success si vous en avez une. Et là, ça rejoint notamment ton introduction, Benoît, sur la lifetime value, donc qui comporte du marketing, du commercial et l'équipe Customer Success qui vont travailler, s'il y a une équipe comme ça dans votre entreprise, sur l'augmentation, on va dire, de la lifetime value, l'augmentation des ventes croisées et des upsells. Donc voilà, je me fais une petite intro parce que du coup, moi, je pars, on va dire, j'ai pris un petit pas de côté pour préparer, on va dire, ma rubrique bonne pratique. Où quand j'entends parler de coût d'acquisition client, donc beaucoup d'entreprises avec qui j'échange, ça résonne énormément marketing. On se dit un coût d'acquisition, c'est le coût marketing divisé par le nombre de clients acquis. Point. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, j'évince les solutions qui se vendent tout seuls avec du marketing uniquement. On va dire que la plupart du temps, notamment en B2B, on va retrouver des commerciaux. Donc pour moi, coût d'acquisition client, je vais ajouter, on va dire, cette variable qui est essentielle. Donc, du coup, pour, on va dire, détailler la formule, ça va être la somme des coûts de marketing. Donc, la somme des coûts de marketing, ça va être tous les budgets déployés en publicité, les budgets déployés peut-être en SEO si vous en faites, en relation presse. On peut même pousser le vice jusqu'au salaire de l'équipe marketing qui reste quand même essentiel et généralement qui représente une bonne part du budget marketing. Surtout quand tu as des stars comme Julia, je suis sûr que ça doit faire des budgets marketing de dingue. Et à cela, j'ajoute systématiquement que quand j'arrive sur ces notions, le coût des commerciaux. Donc, les coûts des commerciaux, ça va être notamment leur salaire plus commission, clairement. Donc, voilà, on divise par le nombre de nouveaux clients. Si tu peux passer, Manon, ça serait super. Donc, pour reprendre un petit peu cette notion et la voir d'un œil un petit peu différent, donc pour redétailler effectivement les coûts de la vente, comportent les salaires commissions, tous les outils de prospection, d'automatisation du suivi du prospect, avec tous les coûts inhérents à côté, mais on ne va pas non plus rentrer dans le détail. Et moi, j'ai voulu faire rentrer ça dans une autre formule. Désolé, j'aime bien me baser par rapport à des formules mathématiques. Où là, moi, j'ai envie de parler un petit peu aussi de vélocité commerciale. Donc, la vélocité commerciale, ça va être la proportion de vos commerciaux à pousser rapidement les deals dans le pipeline et à les faire arriver le plus rapidement possible en deal gagné, en close one. Donc, cette formule, au final, elle est très simple. Ça va être le nombre d'opportunités multiplié par la valeur de votre deal. Donc, la valeur de votre deal, c'est le deal à la première vente. Mais là, on peut pousser, comme l'avait dit Benoît tout à l'heure en intro, sur la valeur de la lifetime value de votre client. Et ça va être hyper important pour rationaliser vos coûts d'acquisition. Et ensuite, on va multiplier ça par le taux de closing, le taux de fermeture de vos ventes. On va diviser par la longueur de votre cycle commercial, donc la durée. Donc là, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que ça demande plusieurs variables sur lesquelles agir pour augmenter la proportion de vos commerciaux à closer le plus de deals à plus forte valeur ajoutée. Donc là, on va pouvoir travailler sur l'augmentation des opportunités commerciales traitées. On va pouvoir travailler sur l'augmentation du panier moyen ou de l'ARPA qui signifie Average Revenue Per Account, tout simplement la moyenne des sommes des transactions par compte, qu'on peut détailler effectivement par segment, comme tu avais indiqué Benoît. On pourra agir sur l'augmentation du taux de closing et au final pour réduire le cycle de vente. Voilà, parce que moi j'estime qu'un commercial coûte cher, donc le but c'est aussi de l'aider à closer plus pour que tout le monde y soit gagnant au final, que ce soit vous en tant que chef d'entreprise ou à titre individuel pour le commercial ou une équipe commerciale. Alors, on a tous le même enjeu, c'est de closer plus, le plus cher possible et le plus rapidement possible. Et là, c'est là où toute la magie opère, où la machine, notamment HubSpot, peut aider, on va dire, toutes ces parties prenantes à atteindre cet objectif final. Donc là, moi, je vais vous présenter 3 leviers d'optimisation, on va dire, très concrets, 3 use cases concrets, qui vont vous permettre, in fine, de réduire votre coût d'acquisition. Donc, ces 3 leviers, que je vais détailler ensuite,
Ça va être réduire le temps des commerciaux sur les tâches à faible valeur ajoutée. Donc là, on va en parler juste après, on va parler pas mal d'automatisation. L'augmentation du nombre d'opportunités traitées par le commercial, avec l'aide du marketing bien évidemment. Et 3, l'augmentation du taux de closing et l'accélération des ventes. Tu peux passer Manon, s'il te plaît. Allez, pour la partie 1, moi c'est quelque chose ça, je mets souvent en place chez nos clients. Donc, pour réduire le temps des commerciaux sur les tâches à faible valeur ajoutée, un commercial doit passer sa majorité du temps à vendre. Donc là, l'enjeu, ça va être de réduire tout le temps en back-office. L'enjeu, ça va être de l'aider sur toutes ces tâches chronophages qui, au final, à chaque fois, à chaque prospect, ça va prendre 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et ça, tout ça, en fait, de façon automatisée, on va pouvoir lui faire gagner du temps et lui faire gagner, on va dire, tout simplement en vélocité. Donc là, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Julien sur le scoring, donc, qui est une phase hyper intéressante, de l'autre côté, il y a le quid de l'attribution des leads et l'automatisation des propriétés de contact. Je m'explique. C'est que la plupart du temps, dans une PME ou dans une UTI, on va retrouver souvent plusieurs commerciaux et même plusieurs divisions commerciales. Donc, généralement, elles sont divisées par expertise, peut-être par segment entre des PME, des ETI ou des DPE, par exemple. On va retrouver peut-être des commerciaux qui sont spécialisés sur différents secteurs d'activité ou autres. Là, le marketing et notamment l'automatisation va vous permettre directement d'attribuer les bons leads au bon commercial et, comme le disait très bien Julien tout à l'heure, au bon moment. Pourquoi ? Parce que tout le monde le sait, la réactivité de prise de contact vis-à-vis d'un lead augmente vos chances d'avoir quelqu'un, on va dire, au téléphone et d'amorcer une relation commerciale. Et je vais ressortir une stat, alors je ne pourrais plus vous dire la source, mais je pense que c'est HubSpot, il y a quelques temps qui avait sorti ça, comme par hasard, ça augmente vos chances de 400% d'amorcer une relation commerciale. D'où l'intérêt d'être hyper rapide, hyper fin dans votre approche. Donc, ensuite, ce que je préconise, c'est les mises à jour de statut et des phases de cycle de vie. Donc ici, je ne vais pas forcément m'étendre sur le sujet dans le point de détail, je serai disponible si vous voulez du détail supplémentaire ici. Mais les phases de cycle de vie, en fait, ça va correspondre à toutes vos étapes d'un lead jusqu'à une opportunité commerciale. Et donc, on va dire de sa maturité à sa proportion à acheter chez vous. On va dire amorcer une relation commerciale. Donc, généralement, on va retrouver la notion de lead, on va retrouver la notion de marketing qualified lead ou lead qualifié par le marketing et sales qualified lead qualifié par les commerciaux. Donc là, ça va vous permettre, on va dire, de mesurer la chaleur et la proportion, encore une fois, à amorcer une relation commerciale. Ici, l'automatisation peut prendre le relais. Tu peux remonter un petit peu, s'il te plaît, Manon, revenir en arrière. Donc là, le but, c'est que la machine, l'automatisation, puisse trier automatiquement vos leads en fonction de ces cycles de vie et d'apporter à vos commerciaux, encore une fois, les meilleurs leads avec la meilleure maturité possible pour réduire leur temps passé. Et ensuite, en fonction de la qualification, en fonction de multiples critères qu'on pourrait imaginer, notamment peut-être la taille de boîte, là, on peut imaginer une prise d'action commerciale automatique. Notamment, chez nous, ce qu'on fait, notamment chez Copernic, on va dire un lead qui arrive prêt à être traité commercialement et on se rend compte qu'au final, c'est une boîte qui nous intéresse, mais pas forcément énormément. On sait qu'il y a un petit fit avec cette entreprise. Et il y a une séquence commerciale qui va partir automatiquement et notre commercial va retraiter ce prospect uniquement s'il y a une interaction. Donc, ce qui lui fait gagner énormément de temps sur la prospection. Et moi, personnellement, en tant que chef d'entreprise, je préfère qu'il se concentre sur les prospects et les boîtes à plus grande valeur ajoutée. Tu peux passer maintenant, s'il te plaît. Top. Là, j'ai déjà un petit peu amorcé le discours ici. Donc, l'automatisation avec le suivi des séquences. Donc là, les séquences, c'est un outil que j'adore, moi, côté HubSpot, donc qui se retrouve sur la partie sales commercial de chez HubSpot. Donc, c'est ce qui va vous permettre de créer un scénario prédéterminé, donc qui va comporter des emails, des modèles d'emails que vous allez rédiger au préalable. Ça va aussi vous permettre d'intégrer des tâches entre les différents envois de mails. Donc, une tâche, ça peut être, par exemple, aller visiter le profil LinkedIn du prospect, lui envoyer un email sur LinkedIn. La tâche, ça peut être une tâche d'appel. Donc, ce qui va vous permettre, on va dire, de séquencer et d'orchestrer votre prise de contact avec vos prospects.
Et le fait que ce soit prédéterminé en amont, ça va vous permettre, dès qu'il y a un lead qui rentre, vous activez votre séquence et la séquence va se remplir automatiquement avec tous les champs que le marketing aura réussi à récolter en amont. Et en plus de ça, une séquence est personnalisable en one by one s'il y a besoin d'aller dans un niveau de détail supplémentaire en fonction du lead. Mais après, en fait, une fois que la séquence est lancée, vous êtes tranquille dans vos relances et les relances sont gérées automatiquement. Donc, en termes de charge mentale et en temps d'exécution, c'est juste formidable pour pouvoir embrasser une volumétrie de contact au quotidien, tout en travaillant intelligemment et sans se surcharger non plus dans le traitement commercial. Tu veux passer maintenant, s'il te plaît. Donc là, je vais revenir sur la notion de scoring et de notification. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, le but du scoring, pour parler du scoring de façon très pragmatique, ça va être vraiment de prioriser les leads les plus qualifiés. Et on parle de leads les plus qualifiés dans le cadre d'une opportunité commerciale. Mais on peut pousser le vice aussi jusqu'à scorer des clients actifs. Pourquoi ? Pour permettre à vos commerciaux, à votre équipe de Customer Success, de prendre des actions commerciales et tout simplement pour opérer sur de l'upsell, donc de l'augmentation, on va dire, du niveau de vente ou de la vente croisée cross-sell. Ce qui va vous permettre au final d'augmenter votre lifetime value et donc forcément de pouvoir réduire votre coût d'acquisition par rapport à la valeur générée derrière. Donc au final, il faut vraiment se mettre en tête que HubSpot et la logique qu'on doit adopter aujourd'hui sur une stratégie orientée sur le client, c'est de travailler sur ces différents comportements et que chaque outil, au final, doit être lié entre les différents départements de votre entreprise. Et ici, pour détailler ce que je disais tout à l'heure, les notifications commerciaux, pour améliorer aussi la communication entre le marketing et les commerciaux, pour gagner en temps et en efficacité sur le traitement commercial, et ici, hyper importante. Et les notifications aux commerciaux peuvent se faire par SMS, ça peut se faire également par email. On peut envoyer une notification de navigateur. Nous, ce qu'on aime bien aussi implémenter ici, c'est les notifications par Slack. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet au final d'échanger entre le marketing et l'équipe commerciale pour les mises à jour de scoring, pour dire attention, là tu m'envoies des leads qui ne sont pas forcément hyper bien qualifiés en ce moment, mais est-ce que tu peux revoir, on va dire, tes critères de qualification ? Voilà. Je peux passer à la suite maintenant, s'il te plaît ? Top. Une petite astuce pour augmenter votre taux de closing accéléré à la vente, quelque chose qui peut s'implémenter très simplement, et j'aime bien aborder ce sujet ici. Pourquoi ? Parce qu'au final, pour accélérer la vente, il n'y a pas que les commerciaux. Le marketing aussi peut opérer. Donc là, typiquement, moi, ce que j'aime bien implémenter généralement, c'est du reciblage publicitaire. Donc, on va dire, toutes les personnes qui sont pipeline chez vous, vous allez pouvoir, notamment grâce à HubSpot et la synchronisation du CRM avec les audiences publicitaires, ça vous permet de directement les cibler avec de la publicité réellement appropriée par rapport à leur phase d'avancement. Donc là, il ne faut pas oublier que s'ils sont en pipe, psychologiquement, ils sont en phase de décision de la solution. Donc, potentiellement, ils peuvent benchmarker votre solution, votre entreprise avec quelqu'un d'autre. Donc là, vous avez tout intérêt à repousser, à pousser du contenu décisionnel, type des témoignages clients, ça peut être des use cases, etc. Et ça, on va dire de façon pragmatique, ça aide à augmenter le taux de closing, à augmenter l'efficacité de vos ventes, et en plus à moindre coût, parce qu'une campagne de reciblage publicitaire avec une audience hyper quali, ça ne coûte pas grand-chose en termes de budget. Suivant, s'il te plaît. Donc voici un exemple de reciblage publicitaire. Ça, c'est quelque chose, pour être transparent, qu'on a déployé il n'y a pas longtemps sur une campagne qu'on avait créée. Et toutes les personnes qu'on avait dans le pipeline, on va dire qui étaient sur ce segment, sur ce secteur d'activité, en l'occurrence l'industrie du logiciel, avaient sur LinkedIn et également sur Facebook, qui marche aussi, qui peut marcher sur le B2B, étaient exposés à cette publicité, et ce qui nous a permis de générer beaucoup plus de chiffres et d'augmenter notre taux de closing et de réduire notre cycle de vente. Un petit tips aussi qui marche relativement bien, et ça c'est quelque chose qui fait le bonheur des commerciaux au quotidien, c'est l'automatisation du pipe. Donc autant pas l'automatisation de pipe, automatiquement avec HubSpot, à chaque étape de votre pipeline commercial, on va pouvoir créer des scénarios qui vont vous permettre, on va dire, d'automatiser une partie du back-office. Donc, ça va permettre d'automatiser peut-être des propriétés de contact du CRM, des propriétés d'entreprise, de mettre à jour les statuts du contact de façon automatique, ce qui va vous permettre d'avoir un CRM ultra clean, ultra propre. Pourquoi ? Parce que un commercial est humain
Et comme tout humain, forcément, des fois, il y a des loupés, il y a des ratés, il y a des oublis. Et dans le quotidien, c'est très compliqué d'agir de façon ultra propre. Donc là, la machine peut le faire. Encore une fois, le but, c'est de gagner du temps. Et un truc aussi que j'aime bien implémenter, c'est la création de devis directement avec HubSpot, ce qui permet, une fois qu'une personne est suffisamment mature d'un point de vue commercial, le commercial peut envoyer une proposition commerciale, un devis, honnêtement, en 3 minutes, montre en main, parce que tout se personnalise automatiquement en fonction des éléments déjà recueillis au préalable. Et ce qui permet d'envoyer une proposition commerciale rapidement et aussi d'automatiser les relances derrière. Parce qu'avec le nombre d'entreprises B2B avec lesquelles j'échange, souvent, on se retrouve avec des équipes commerciales qui relancent quasiment jamais leur devis. Et à chaque fois, ça me fait grincer les dents parce qu'au final, avec une petite action simple comme celle-ci, ça permet déjà d'obtenir des ventes supplémentaires et généralement en quelques jours, en quelques semaines seulement, sans augmenter le budget d'acquisition et donc ce qui fait réduire le coût d'acquisition client. Sympa ces premières tips. Tout à l'heure, Julia a effectivement évoqué le nécessaire alignement des équipes. Toi, j'imagine que c'est un sujet que, évidemment, tu vois au quotidien. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme tips pour, de manière, une fois de plus, très pragmatique, améliorer tout ça? Bien définir les règles du jeu. Quand je parle de règles du jeu, on peut parler notamment d'accords de niveau de service, donc le Service Level Agreement, qui va permettre déjà de documenter, et ça c'est hyper important, ça prend un moment de le faire, mais ce qui permet de documenter l'approche marketing et le traitement commercial. Donc typiquement dans un Service Level Agreement, le marketing va s'engager sur notamment 2 choses. C'est les critères de qualification. Dire, OK, moi, d'un point de vue marketing, je m'engage à apporter des leads de telle qualité selon ces critères. Et aussi, le marketing va s'engager sur une volumétrie. D'un point de vue commercial, on peut retenir également 2 choses. C'est les délais de traitement, qui est encore une fois hyper important. Parce que moi, là-bas, je suis issu du marketing et j'étais hyper frustré avant de monter Copernic sur le fait qu'un commercial traite un lead 1 semaine après, 2 semaines après, il a le temps d'aller signer ailleurs. C'est un cas typique. Et deuxièmement, il peut s'engager également sur la façon de traiter son lead en termes de séquence, etc. Donc, documenter ce process et ce end-off, cette passation entre marketing et sales, ça va être hyper important dans votre stratégie d'entreprise puisque ça va vous permettre de laisser, on va dire, plus d'autonomie à vos équipes. Et ce que je vous conseille aussi, c'est vraiment de formaliser l'échange en termes de communication entre les différentes équipes. Donc après, il y a plein de moyens possibles. Il y a une réunion qui peut s'organiser 1 fois par trimestre entre votre division commerciale, votre division marketing pour échanger sur la qualification des leads, la notion de scoring pour le remettre à jour, parce que le scoring, c'est quelque chose qui doit évoluer avec la vie de votre entreprise. On peut imaginer, comme j'ai dit tout à l'heure, la communication sur Slack pour vraiment faire bosser les 2 équipes main dans la main, parce que le silo entre les deux ne fonctionne plus. Si vous avez 2 silos, marketing et commercial, c'est très bête, parce que là, vous avez une marge de manœuvre énorme en termes de gain de chiffre d'affaires. Je crois, Stéphane, d'ailleurs, que sur la slide d'après, maintenant, tu as un chiffre impressionnant là-dessus. Ouais. C'est vrai que généralement, les entreprises, les organisations qui sont bien alignées ont une croissance moyenne de leur CA de 32% en 1 an. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une équipe commerciale beaucoup plus véloce, encore une fois. Ça permet à l'équipe marketing de réduire son budget d'acquisition, donc à budget égal, de faire beaucoup plus d'acquisition, donc d'augmenter le volume. Et quand on parle d'alignement, moi, je pousse encore une fois le vice avec les équipes de Customer Success et de tout centraliser, toute l'information et toute la stratégie autour du client, ça vous permettre d'augmenter ce revenu par compte, d'augmenter cette lifetime value et vraiment d'avancer une réelle démarche de croissance, aussi bien sur le volume des ventes que réduire le taux de churn, etc. Et là, l'enjeu, c'est vraiment de mettre en place un cercle vertueux orienté croissance. Très clair. Ça donne envie, en tout cas. Là, j'ai exposé plusieurs points, je ne vais pas m'attarder ici, mais c'est vrai qu'un bon alignement, ça vous permet une bonne entente au niveau des collaborateurs. Donc, forcément, des collaborateurs beaucoup plus performants, des collaborateurs beaucoup plus épanouis. Encore une fois, la notion de performance est clé ici. Une meilleure gestion des leads. L'enjeu ici, c'est d'éviter la déperdition
Et encore une fois, d'un point de vue marketing, je pense que Julia, tu vas pas me contredire, c'est quand même plus sympa, beaucoup plus intelligent de se concentrer sur les meilleurs leads, les meilleurs segments, d'où les revenus d'attribution qui est hyper intéressant, comme l'a démontré Julien. Ça va vous permettre d'avoir un taux de transformation de prospect à client beaucoup plus important, de retenir vos clients sur la durée. Donc la transmission des leads de marketing qualified lead MQL beaucoup plus pertinente, beaucoup plus incisive. Donc encore une fois, on va bannir la déperdition, un retour sur investissement plus important et une optimisation des campagnes marketing en fonction des retours des commerciaux. Donc typiquement, encore une fois, un petit tips. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est notamment sur les motifs de deals perdus et même également de deals gagnés, c'est les motifs. Pourquoi ? Parce que ce motif, ça va vous permettre aussi de créer des reports, on va dire plus ou moins ad hoc, pour votre équipe marketing, pour que l'équipe marketing puisse mettre à jour, on va dire limite en temps réel, leur campagne d'acquisition publicitaire, SEO ou autre, et vraiment se concentrer encore une fois sur les clients qui rapportent le plus de CA, le plus de marge, et qui demandent moins d'efforts commerciaux derrière. Alors, je crois que la transition est toute trouvée pour le dernier tips, ou en tout cas la dernière série de tips sur la lifetime value. Alors, comment on fait pour essayer de capitaliser là-dessus, Stéphane? Toi, tes bonnes pratiques? Top. Les bonnes pratiques, c'est déjà de bien travailler votre équipe de Customer Success. Encore une fois, si vous en avez une, parce que dans certaines entreprises, c'est les commerciaux qui font un peu le suivi derrière, d'être hyper attentif sur la satisfaction de vos clients. Pourquoi ? Parce que de détecter la satisfaction de votre client et leur proportion à recommander votre entreprise va pouvoir vous aider de être attentif aux différents signaux déjà d'insatisfaction qu'il y en a. Donc déjà, d'un point de vue satisfaction de façon globale, moi quand je suis pas forcément satisfait d'un service que j'achète, à partir du moment où quelqu'un m'appelle, me dit j'ai détecté que tu avais un problème, comment je peux t'aider pour le résoudre ? Parce que des fois, ça peut passer par des choses très vite. En tant que client, on peut être frustré des fois pour pas grand-chose. Mais le pire, c'est de ne pas avoir de réponse et que personne ne revienne vers nous. Donc ça, c'est le premier levier. Deuxième levier, d'être attentif aussi aux clients qui sont vraiment hyper satisfaits et des personnes peut-être qui vont revenir visiter votre site sur d'autres pages, recliquer sur des emails commerciaux, etc. Où là, on peut se dire d'un point de vue, on va dire système, centralisation d'information, on va se dire, ces clients ont peut-être une forte proportion à être à l'écoute sur de l'upsell, du cross-sell, donc des ventes croisées par exemple. Et donc, on revient sur cette notion de lifetime value ici. Et le deuxième gros facteur qui peut se traduire par le NPS, le Net Promoter Score. Donc ça va être la mesure de votre proportion à faire de vos clients des ambassadeurs. Donc, la proportion à avoir une boîte qui est recommandable tout simplement par vos clients. Pourquoi ? Parce que là, ce qui vous permet in fine d'avancer une stratégie de referral. Du coup, en français, je ne sais pas trop. Recommandation. Merci, tout simplement. Et donc, du coup, de pouvoir ramorcer les nouveaux clients grâce à vos clients actifs. Et ça, généralement, ça coûte vraiment largement moins cher que de faire de l'acquisition net new, donc de nouveaux clients dans le dur avec le marketing, avec les commerciaux, peut-être sur une démarche de prospection. Voilà, tout simplement. Donc là, je ne vais pas vous lire les statistiques, vous savez lire autant que moi, donc ça ne sert à rien, on va passer à la suite. Donc là, voilà, j'ai parlé un petit peu du score de satisfaction client, donc ce qui permet, pour résumer, d'anticiper les besoins clients, de détecter les clients satisfaits ou non. Donc, je vous ai démontré les enjeux il y a quelques minutes, et détecter les opportunités d'upsell ou de cross-sell. Encore une fois, le point clé, c'est d'être hyper attentif à vos clients et ce qu'ils veulent réellement. Donc, sur la partie upsell et cross-sell, ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime bien amorcer avec mes clients parce que généralement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément travaillé. La plupart du temps, on est tous focus sur l'acquisition de nouveaux clients, générer du chiffre d'affaires supplémentaire, etc., etc. Sauf que ça coûte très cher. Il faut toujours le faire, bien entendu, pour un fonds de roulement, mais aussi se concentrer sur ces stratégies d'upsell cross-sell. Puisque ça va vous permettre d'augmenter, comme je disais, le revenu moyen par compte et d'augmenter votre chiffre d'affaires et le CA moyen par client. Donc là, l'enjeu, bien entendu, c'est de créer des relations durables avec vos clients pour les fidéliser
Et ici, il faut vraiment se focaliser encore une fois sur vos clients, sur leurs besoins réels et comment votre entreprise peut répondre à leurs enjeux, à leurs problèmes. À l'heure d'aujourd'hui, désolé, c'est pas forcément français cette expression, mais c'est pas grave. L'enjeu n'est plus de vendre, l'enjeu est vraiment de répondre à des problématiques clients. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, quand on me disait ça avec les personnes avec qui j'ai échangé, je n'y croyais pas forcément. Je me disais c'est vraiment utopiste, etc. Mais l'approche consultative fonctionne réellement. Et c'est comme ceci qu'on arrive à créer, encore une fois, des relations durables dans le temps et d'avoir des clients, au final, qui restent quelques mois, quelques années avec vous et au final, qui font vivre aussi votre entreprise. Donc, un petit peu en pêle-mêle, quelques actions que vous pouvez mettre en place très rapidement en quelques heures de votre côté. Donc, le scoring, ça, je vous le conseille à partir du moment où vous avez quand même une volumétrie intéressante de leads. C'est sûr que si vous générez 50 leads par mois pour un commercial, ça ne vaut pas forcément la peine de mettre un scoring de suite. Donc, les publicités, les séquences et du marketing automation, comme je l'ai abordé tout à l'heure, pour automatiser, personnaliser certaines interactions avec vos clients, gagnez du temps ici, mais ne négligez pas l'expérience client qui est vraiment hyper important. La mise en place d'un suivi d'après-vente, donc là, ça peut se traduire par de l'email, un appel de suivi de la part peut-être de votre commercial qui a initié la vente, tout simplement pour demander, OK, ton onboarding, ton embarquement chez nous, comment ça s'est passé? Est-ce que tu es satisfait des premiers jours chez nous? Et votre commercial peut redonner l'info grâce au CRM directement à votre équipe de Customer Success pour pouvoir rebondir sur de la satisfaction, de l'insatisfaction et peut-être déjà amorcer, je vous le souhaite, une stratégie de vente croisée ou d'augmenter le niveau de vente. Ensuite, envoi d'un contenu personnalisé. Donc là, l'enjeu, encore une fois, ça va être de personnaliser au maximum toutes les communications que vous allez diriger vers vos clients. Donc, il faut bannir le générique. Il faut vraiment se dire, la personne que j'ai en face de moi, que ce soit un prospect que je ne connais pas, que ce soit un prospect dans le pipe ou un client, de quoi il a besoin réellement. Rien de pire que de recevoir un email de prospection comme, je pense vous aussi, vous en recevez 10 par jour. Au final, je ne suis pas du tout intéressé. Il n'y a rien à voir avec ce que je fais. Non. Par contre, il y a des démarches de prospection aussi qui fonctionnent très bien. Mais là, c'est vraiment la pertinence du contenu, encore une fois. Et c'est généralement des entreprises qui ont décelé une problématique chez moi. Parce que forcément, j'en ai comme dans toute boîte. Et il y a encore pas si longtemps que ça, j'ai échangé avec quelqu'un qui m'a prospecté vraiment dans le dur, comme on dit. C'était hyper intéressant parce que il a réussi à déceler chez moi un point de douleur que je pouvais avoir potentiellement. Pourquoi? Parce qu'on avait eu un taux de croissance du nombre d'employés assez significatif ces derniers mois. Donc, je dis, attends, ma solution pourrait peut-être t'aider à résoudre quelques problèmes que tu peux avoir dans cette croissance. Et en dernier point, mise en place de notifications pour vos commerciaux lors de revisite d'un lead sur votre site. Donc, typiquement, un lead chaud qui n'a pas réussi, où on n'a pas réussi à à amorcer un process commercial, ce qui fonctionne très bien, c'est de mettre en place des notifications qui permettent de se dire, OK, il y a mon lead, un ancien lead qui revisite mon site, qui revisite des pages clés. Donc, une page clé, ça peut être page contact, une page qui sommes-nous, par exemple, qui fonctionne très bien dans le pré-achat, une page de pricing également. Ça, il faut envoyer cette notification à votre commercial pour qu'il rappelle votre lead de suite. Parce que la personne sera conditionnée, on va dire, à un échange commercial parce qu'elle sera en toute interaction et en tout intérêt par rapport à votre solution. Waouh, voilà. C'était dense. Il Voilà. est 9h55. Julia a fait le job dans le chat en alimentant, en répondant notamment à Hugo sur des histoires de modèles d'attribution. Peut-être un petit mot de conclusion, Julia? Oui, un petit mot, il y aurait plein de choses à dire, mais je pense qu'on a fait le tour. Juste pour appuyer sur faites bien le travail en amont, que ce soit le calcul de la lifetime value, le scoring de la segmentation, tout ce qui va permettre en fait d'alléger les tâches récurrentes des équipes, marketing et commercial, hein, Stéphane, il n'y a pas que les commerciaux. Et derrière, c'est vraiment de s'assurer que vos rapports d'attribution
sont optimisés, sont vraiment pertinents pour voir d'un seul coup d'œil ce qui marche bien, ce qui marche pas, et en plus d'aller vraiment dans le détail et de se souvenir que ce que je disais à Hugo, c'est que en fait, tout n'est pas égal. Et comme l'a dit Stéphane, c'est plus dur et en général plus coûteux d'attirer des nouveaux clients. Donc, c'est là où vous pouvez mettre un petit peu plus de billes. Après, il faut s'assurer que ce ce prospect qui vous a coûté cher, vous allez vraiment optimiser son parcours pour qu'il convertisse et derrière qu'il reste avec vous. C'est le principe, bien évidemment, de l'inbound méthodologie qui va être d'attirer, d'interagir et bien évidemment de fidéliser. Super conclusion, Julia. Stéphane, est-ce que, alors, j'ose pas te le demander parce que je sais que tu peux être un peu bavard. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin ou pas, ou pas? Dis-nous tout. Ouais. Enlevez vos silos. Voilà. Ouais. Je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais me reprendre un petit tac glissé par Benoît. C'était pas du tout glissé. Il nous reste encore 2-3 minutes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, vous le voyez, Julia et Stéphane sont à la fois pédagogues et riches de plein d'expertise. Donc, n'hésitez pas à poursuivre les échanges avec eux. Je suis sûr qu'ils seront ravis de pouvoir avancer avec vous. Évidemment, si vous voulez des ressources complémentaires, n'hésitez pas à aller sur le site d'HubSpot de Copernic, mais aussi de Nomination. On a plein de ressources à votre disposition autour de tous ces sujets d'acquisition, d'optimisation, de suivi client. Moi, ma conclusion, c'est merci Stéphane, merci Julia pour ces échanges. Et merci Benoît, merci à Nomination pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger ensemble. Et ne minimise pas ton introduction et ton passage sur la lifetime value était super intéressante. Merci Benoît. Merci. Bonne journée à tous et puis bonne vente. Salut. Bonne journée à tous.